On va commencer quand même et il va nous rejoindre du coup avec... ça va le faire venir. Gaetano, je te laisse la parole. Ok, donc d'abord, merci beaucoup d'être toujours nombreux à ces éditions de la conférence d'actualité de la DCGDR, hein. Donc, comme vous le savez, c'est la quatrième conférence d'actualité, la troisième depuis le début de l'année 2022. Il en reste encore une, donc sans spoiler, vous savez que c'est sur la loi de financement de la sécurité sociale. Alors j'espère qu'il y aura un vote, hein, parce qu'à un moment donné, je vois bien que ce n'est pas toujours facile. Et donc, ces conférences, on les a fait en fonction de vos demandes, hein. On a fait, rappelez-vous, on a fait un questionnaire, un recensement, et on répond à vos demandes. Donc, le numérique en santé, comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité et pour lequel il faut saisir l'opportunité du Ségur, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de moyens qui sont mis sur la table, des moyens financiers et des moyens humains. Et puis, au niveau régional, donc on est en région Aura, je veux saluer l'apport important aux côtés de l'assurance maladie ou réciproquement de l'Agence régionale de santé et puis du GCSS SARA et pas SABA, hein, parce que SARA et SABA, il n'y a qu'une lettre qui change, mais moi, je ne suis pas le GCSS SARA. Voilà. Donc, du coup, et puis beaucoup de monde aussi à la CNAM, hein, et je vais les remercier dans quelques minutes, voilà, avec la CNAM qui est là aussi pour nous aider à avancer. Donc, un grand merci à Jean-Christophe Turbat, s'il est arrivé, donc, de l'Agence numérique en santé et qui est le référent pour la région Aura. Sandrine Frangeul, avec qui je suis très content qu'elle soit là, parce qu'on a eu l'occasion lors de mes 10 années à la CNAM de travailler ensemble, mais ce n'était pas du tout sur le numérique, ni elle, ni moi. Comme quoi, l'assurance maladie permet d'ouvrir plein de secteurs d'activité, les uns les plus intéressants que les autres. Et puis, Bertrand Pelé, qui est le directeur du GCSS SARA, voilà, qui est le groupement de coopération sanitaire système d'information santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, comme ça, pour ceux qui auraient oublié ce que voulait dire le GCS SARA. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors après, Maxime va être le fil rouge, parce que moi, je suis en CODIR aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai décalé l'heure du début de l'après-midi à 14h15. Donc, je vais rester quelques minutes avec vous. Maxime, lui, va maîtriser le temps, le passage des personnes, peut-être le diaporama aussi, et en même temps, va se positionner pour répondre aux questions sur le chat. Et puis, bien sûr, il y aura peut-être un petit temps de questions-réponses orales en fonction. Voilà un petit peu. Et donc, à vous de jouer. Et Maxime, à toi d'ouvrir avec le diaporama. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Quelques éléments avant de laisser la parole à nos collègues que je remercie vraiment très sincèrement d'être présents aujourd'hui pour cette conférence. L'idée, c'est de pouvoir être didactique, hein, sur le numérique en santé. Tout le monde en parle, mais on va essayer de reprendre ça tranquillement et de vous donner quelques éléments voilà, d'appréciation de la situation. Ici, en introduction, vous avez la fameuse maison qu'on reprend beaucoup dans le cadre des travaux sur le numérique en santé. Bah, c'est en fait la synthèse de tout ce qui se passe, de tout ce qui doit être fait, tout ce qui est en cours sur les plateformes numériques, sur les services socles, sur les référentiels socles et les éléments d'interopérabilité ou de sécurité. Et donc, il y a tous ces éléments qui sont en cours de travail depuis déjà quelques mois et qu'on travaille du coup avec le GCS, la CNAM, l'agence du numérique en santé, également l'agence régionale de santé qui porte ça pour la région, et l'assurance maladie, effectivement, est très impactée par ces travaux, que ce soit dans l'accompagnement auprès des professionnels ou dans les dialogues avec les institutionnels. Et donc, on a beaucoup d'équipes qui accompagnent ces sujets. Donc, c'est l'occasion aussi de remercier toutes les équipes de l'assurance maladie qui sont sur ces sujets, dans les caisses primaires ou au service médical, et qui accompagnent auprès des professionnels toutes les évolutions attendues qui ont un impact important pour l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, on va essayer de reprendre un peu ces éléments-là que vous avez en schéma, pour essayer de les simplifier, pour essayer de vous préciser un peu les situations, là où on en est, ce qui se passe. Et ensuite, il y aura une séquence de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas pour les questions, vous avez un fil de discussion. Et donc on va essayer de les reprendre avec les collègues de la DCGDR, et en particulier Clémence Crémer qui est présente aujourd'hui, pour reprendre ça tranquillement à la fin. Pour commencer, rapidement l'introduction du DCGDR, on parlera du Ségur du numérique
avec les éléments en fait, d'actualité et pourquoi on en est là. Les services socles, vous avez vu, on va vous donner quelques précisions. Les référentiels, quelques éléments sur mon espace santé et comme je vous le précisais, une séquence de questions-réponses pour tenir dans ce créneau d'une heure qu'on se donne pour les conférences d'actualité. Tout d'abord, pour le Ségur du numérique, je laisse la parole à Jean-Christophe Turbat de l'Agence du numérique en santé. Encore une fois, merci Jean-Christophe d'être présent à nos côtés. Avec plaisir, Maxime. Et merci pour cette invitation. Donc, charge à moi de venir peut-être vous réexpliquer ce qu'est le Ségur aujourd'hui et peut-être quelques éléments d'actualité. Aujourd'hui, le Ségur, c'est avant tout un investissement historique de 2 milliards d'euros qui vient ici sous-tendre un ensemble de sujets liés au partage et à la sécurisation des données de santé. Alors, ces échanges et ce partage de données de santé concernent évidemment les professionnels de santé, mais pas que, puisqu'ils concernent également les échanges qui vont avoir lieu et qui ont déjà lieu entre les professionnels et les usagers. Le tout, évidemment, pour améliorer la prise en charge et mieux gagner en temps de soins, mieux prévenir et mieux soigner. C'est un programme, évidemment, en termes d'usage, je dirais principal, si on peut le dire ainsi. C'est un programme qui viendra permettre l'alimentation de mon espace santé opéré par l'assurance maladie et qui permet aujourd'hui à chaque citoyen, puisqu'il est ouvert et déjà fonctionnel, de disposer d'un certain nombre d'informations et surtout d'une vision consolidée de l'ensemble de son parcours de soins, ce qui permettra au patient lui-même d'être acteur de sa santé, c'est bien l'idée, mais également au professionnel de santé qui a accès à ces éléments d'information, d'améliorer sa prise en charge et peut-être de gagner en efficience également. Alors, comme je l'ai dit, des moyens historiques, 2 milliards d'euros, 1,4 milliard réservé au partage de données de santé sur 3 ans et plutôt fléché sur le secteur sanitaire et 600 millions d'euros dédiés quant à eux sur le secteur médico-social sur une durée de 5 ans, le tout étant financé par l'Europe. Et en termes d'indicateurs macro, si j'ai envie de dire, puisque je parlais de mon espace santé, aujourd'hui, 10 millions de documents à peu près sont échangés par an et sont envoyés au DMP et sont échangés via messagerie sécurisée de santé. Et l'idée, c'est d'arriver à 250 millions de documents de données, de documents échangés. Vous voyez, c'est une marche très ambitieuse. On partage très régulièrement les courbes de tendance. Sandrine vous le confirmera, en tout cas ne s'opposera pas à ce que je vais dire, mais en l'occurrence, on s'aperçoit qu'il y a une courbe véritablement haussière grâce à la mobilisation de tous, et c'est plutôt très positif. Ça peut passer là. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, le programme qui est co-construit avec les professionnels et également les usagers, peut-être une parenthèse, à l'initiative du ministère et de l'assurance et du réseau assurance maladie et de la CNAM, dès le départ, on s'est dit que l'ensemble de ces sujets qui concernent le patient et l'ensemble des professionnels de santé devaient être co-construits. Donc c'est une méthode un peu singulière parce que c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc on a récupéré l'ensemble des professionnels de santé, les DSI d'établissement, les professionnels de ville évidemment, la CNAM, et on a réuni tout ce beau monde pour construire la déclinaison de la feuille de route et construire ce qui allait être ensuite l'ensemble des exigences qui seront à implémenter dans les logiciels pour permettre finalement ce qu'on voit sur la gauche de cette diapositive, l'échange et le partage entre les professionnels et entre les professionnels et le patient. Alors, le patient, il est au cœur d'un cercle parce que, comme je l'ai dit au tout début, le patient est à la maîtrise de ses soins, est au cœur du sujet. Et ce patient-là, quand il doit dialoguer avec l'ensemble des services du système de santé français, il va devoir s'identifier, s'identifier surtout de manière unique et certaine grâce à l'identité nationale de santé, l'INS. J'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Donc, c'est quelque chose qui s'impose à tous maintenant via un référentiel. Maxime l'a rappelé, il y a les référentiels socles et des services socles. Parmi les référentiels socles, vous avez l'INS. Et aujourd'hui, grâce à l'INS, chacun d'entre nous peut s'identifier de manière sûre et certaine auprès des services du numérique en santé en France. Et cela concerne la médecine de ville, évidemment, la pharmacie, les établissements de santé, je ne vais pas tous les citer, le secteur médico-social. Ça concerne vraiment l'ensemble des producteurs de soins. Et chaque producteur de soins, sur le cercle qui se retrouve en périphérie, vous voyez des petits logos ProSanté Connect, MS Santé. Ce sont des MS Santé, je ne reviendrai pas, vous imaginez très bien ce que c'est. Et ProSanté Connect en particulier, c'est un fédérateur de fournisseurs d'identité qui est là pour s'authentifier facilement quand on est un professionnel sur l'ensemble des services de la e-santé avec le moyen d'identification que le professionnel de santé souhaitera utiliser, la carte CPS ou la ICPS. Voilà. Et le Ségur,
se décline en couloirs, vous voyez, sur la gauche, sur la droite, pardon, biologie médicale, radiologie, médecine de ville, avec un ensemble de structures qui sont évidemment concernées par ces couloirs. Ça permet par méthode de déléguer des compétences pour chacun d'entre eux et du coup d'accompagner les professionnels, d'accompagner les éditeurs sur un certain nombre de sujets en s'adressant aux structures qui sont concernées. Je vais prendre l'exemple de la médecine de ville. On s'adressera aux cabinets de libéraux de ville, les généralistes, les spécialistes, mais également les centres de santé et les maisons de santé. Je ne vais pas forcément tout détailler, vous l'avez en face de vous. Donc, c'est une méthode qui permet de manière assez rapide et assez efficace d'adresser des bonnes cibles tout de suite, les structures cibles tout de suite, et d'accompagner la montée en charge du Ségur de manière assez efficace. Sachant que le Ségur, et j'aurais pu le dire en introduction, qu'est-ce que c'est finalement? Le Ségur, c'est l'accélération de la mise en place de l'ensemble des actions de la feuille de route du numérique en santé. Feuille de route qui est d'ailleurs téléchargeable sur Internet. Je vous invite, si vous avez un peu de temps, à le télécharger. C'est une petite trentaine de pages et c'est assez didactique. Alors, le Ségur du numérique, comme je l'ai dit, il accélère la feuille de route, donc accélère le déploiement de cette feuille de route. Grâce à quoi? Grâce à un ensemble de services de référentiel socle. Le DMP, c'est évidemment ce qu'on appelle le repository, la structure qui va récupérer l'ensemble des documents qui sont échangés et qui se positionne derrière mon espace santé. Vous avez la MS Santé, la messagerie sécurisée de santé, à la fois entre professionnels, mais également avec le citoyen. L'INS, j'en ai parlé. ProSanté Connect, j'en ai parlé. Vous avez l'identification électronique également des usagers par l'application de carte vitale à venir. Et puis les sujets de e-prescription ou d'ordonnance numérique. Je crois que nous allons aborder également ce sujet pendant la présentation. Donc finalement, si on doit résumer tout ça, le Ségur du numérique en santé, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une prestation de mise à jour du logiciel. Là, c'est la gestion d'officine prise en charge par l'État, mais ça concerne tous les couloirs que j'ai énumérés jusqu'à présent. Donc, l'État va acheter pour le compte du client une prestation qui permettra à ce client de mettre à jour son logiciel pour qu'il puisse être Ségur compatible. Le Ségur, c'est également une transformation des pratiques. Vous l'imaginez bien, vous avez des logiciels qui sont nouveaux, donc des pratiques qui évoluent, et la transformation de ces pratiques doit être accompagnée également, et c'est aussi ça le Ségur. C'est une manière finalement assez simple de se rendre conforme à un ensemble d'obligations, je dirais, conventionnelles, voire même réglementaires. L'utilisation de l'INS devient opposable. La mise en place d'usages en termes de sécurité des systèmes d'information devient opposable également. Le fait que les éditeurs de logiciels soient conformes à ce qu'on appelle le cadre d'interopérabilité, c'est-à-dire que les logiciels entre eux, lorsqu'ils sont différents, doivent être capables de se parler entre eux, et on peut le faire parce qu'on a décrit des référentiels qui lissent un certain nombre de langages à respecter pour que justement les échanges puissent être faits. Et finalement, pour faire tout ça, les éditeurs, que doivent-ils faire? Ils doivent s'appuyer sur un bon de commande de mise à jour de logiciel. Le bon de commande est évidemment signé par l'utilisateur. Donc, le médecin qui se trouve dans son cabinet de ville doit signer le bon de commande envoyé par son éditeur. L'éditeur le récupère, le dépose auprès de l'État. L'État lui verse une avance. L'éditeur peut ensuite commencer ses démarches d'installation. Et une fois l'installation terminée, l'éditeur le confirme auprès de l'ASP grâce à une confirmation de son client, un papier à signer, une vérification d'aptitude ou une mise en ordre de marche. Et une fois tous ces papiers reçus par l'État, il y a versement du solde. Donc, c'est quelque chose qui est très simple, très facile. Il y a un engagement effectivement à réaliser l'ensemble de ces commandes sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur les belles initiatives que vous menez, vous, grâce au réseau Assurance Maladie, pour aller chercher les commandes, notamment en ville. Et on voit que les commandes sont au rendez-vous aujourd'hui. On a encore cette date du 30 novembre là, qui arrive et qui nous permettra de vérifier si tout est conforme à la cible que nous sommes fixés. En tout cas, les choses sont quand même bien en marche. Merci Jean-Christophe. Donc, vous voyez, c'est le Ségur du numérique, donc cet aspect-là qui nous permet d'accélérer le déploiement de la feuille de route numérique. Donc, c'est tous ces éléments-là. On a parlé de services de référentiel socle. Maintenant, on va essayer de vous préciser ce que c'est. Et si Bertrand Pellet est arrivé du GCS Sarah, je vais lui laisser la parole sur les messageries sécurisées de santé. Bonjour à tous, je suis là, Maxime. Donc Bertrand Pellet, je suis le directeur du GCS Sarah Système d'information de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le grade de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc en quelques mots, la messagerie sécurisée de santé, je pense que sur les principes, en tout cas, ça vous parle à tous. Quel intérêt pour un professionnel de santé de s'en équiper?
Alors, il y a bien évidemment un enjeu d'obligation légale, mais derrière l'obligation légale, un objectif de sécurité est sous-entendu. Travailler sur un canal de communication distinct entre des données nominatives de santé extrêmement sensibles et les échanges classiques via des boîtes mail type Gmail, Yahoo ou autres paraît assez évident désormais. Par ailleurs, l'enjeu de dématérialisation, donc de gain de temps pour l'ensemble des professionnels de santé, reste un enjeu majeur. Et désormais, ça a été évoqué par Jean-Christophe Turbat, compte tenu de l'interopérabilité croissante des logiciels métiers, qu'ils soient du champ hospitalier, du champ libéral ou de plus en plus du champ médico-social avec la messagerie sécurisée de santé, ce sont des émissions depuis les logiciels métiers et de l'intégration directe dans les logiciels métiers lorsqu'on parle de messagerie sécurisée de santé. Donc les choses ont beaucoup avancé de ce point de vue et vont continuer à le faire. On peut passer à la diapositive suivante. Pourquoi faire en pratique? Les professionnels de santé, depuis de nombreuses années, depuis 2014-2015, utilisent la messagerie sécurisée de santé pour adresser des documents de santé, ordonnances, compte rendu d'hospitalisation, etc. Ce qui est plus nouveau, qui a démarré en début d'année, c'est que désormais, la messagerie sécurisée de santé n'est plus exclusivement un dispositif qui leur permet d'échanger en interprofessionnel, mais qui permet également d'échanger à l'initiative du professionnel avec le patient. Les cas d'usage sont multiples. On y reviendra juste après. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au même titre qu'un professionnel de santé, tout patient désormais, sous réserve qu'il ne s'y soit pas opposé, dispose d'une messagerie sécurisée de santé qui va de pair avec son Mon Espace Santé et qui est formée de son matricule ins@patient.mssanté.fr. On va y revenir sur l'INS et Bertrand, de manière concrète, les cas d'usage possibles avec les MSS Santé. Alors, je l'ai un peu évoqué sur les échanges entre ville et hôpital. C'est tous les flux des documents de sortie à l'issue d'une hospitalisation qui transitent vers la ville. Mais ce sont également des cas d'échange ville-ville qui peuvent être des échanges d'ordonnances entre patients, des échanges d'informations au bénéfice de la coordination des soins. C'est d'ailleurs un sujet croissant au sein des CPTS. Et puis, vis-à-vis des échanges professionnels patients, ce sont aussi bien, là encore, des envois qui peuvent être des envois d'ordonnance, mais également des envois de questions, réponses, informations préalables en préparation d'une consultation, voire d'une téléconsultation. Vous voyez à l'écran des exemples qui sont plus spécifiquement centrés sur la relation entre pharmacien et patient, qui est également un champ sur lequel il y a énormément à faire pour faciliter le suivi des patients, mais également pour sécuriser des flux qui, par ailleurs, passent beaucoup par mail aujourd'hui dans un cadre qui ne l'est pas encore. Merci Bertrand pour les messageries sécurisées de santé. J'espère que les gens voient bien l'intérêt, en tout cas, des MSS et la création du coup de ces MSS. Une deuxième partie de service socle qu'on a évoqué, je laisse la parole à Sandrine Frangel sur le sujet, sur le dossier médical partagé. Je pense que ça, côté assurance maladie, ça doit parler un petit peu. Vous m'entendez bien? C'est bon? Donc, le DMP, alors Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement un peu le service socle sur lequel on s'est appuyé pour déployer mon espace santé que je vous détaillerai un peu plus longuement tout à l'heure. Ce DMP, alors pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez peut-être suivi toute l'histoire. Je dirais que là, on arrive à une peut-être troisième naissance, mais avec mon espace santé, vous allez voir que tout le monde maintenant va avoir un dossier médical. Alors, on parle toujours de DMP, je fais cette petite aparté, côté professionnel de santé, puisque les professionnels de santé et établissements de santé vont alimenter le service Mon Espace Santé via leur interface originelle, je dirais, sur le DMP, soit via leur logiciel métier, soit par rapport à ce qu'on appelle le web DMP, donc qui va permettre l'alimentation en documents à destination d'un meilleur parcours de soins. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle toujours côté professionnel et établissement le DMP, alors qu'on appelle du coup le service Mon Espace Santé côté patient. Donc, les rubriques de ce dossier médical dans lesquelles sont desservis
déverser l'ensemble des documents médicaux. Vous voyez, on a gardé en fait la structure du DMP historique avec des espaces distincts selon que l'on a des synthèses médicales. On a par exemple le volet de synthèse médicale qui est élaboré par le médecin traitant et qui est un peu une synthèse du suivi des patients, la partie traitement avec les ordonnances, la partie analyse, notamment les analyses, examens de biologie, imagerie, avec les résultats de radiologie, des comptes rendus de consultation, par exemple, qui sont dans cette rubrique, des rubriques prévention, notamment sur les vaccinations, et puis une rubrique certificat qui peut regrouper différents certificats médicaux. On a une rubrique qui est alimentée par les données de l'assurance maladie. Donc, historiquement, c'était ce qu'on appelait l'historique de soins, avec les données de remboursement qui ont été étoffées depuis quelque temps, notamment dans le cadre de la crise sanitaire Covid, où on a pu mettre les résultats de tests ou de vaccination, donc toutes les données qu'on peut alimenter automatiquement. Et puis un espace qu'on dit personnel, qui sont les documents qui vont être déposés par le patient. Elles sont bien à part puisqu'il faut que le professionnel et les établissements de santé là voient bien que ce sont des documents à l'origine du patient et les prendre comme tels. Donc, l'ensemble des accès et actions sur le DMP sont tracés, c'est-à-dire que le patient va avoir des notifications et un historique des traces des professionnels et établissements qui vont se connecter à son DMP pour l'alimenter ou le consulter. Et bien évidemment, on le rappelle aussi parce que c'est important pour rassurer les usagers, c'est qu'un professionnel ou un établissement n'ont pas vocation à aller voir tous les DMP de tout le monde, mais il faut vraiment que ça ait une vocation de prise en charge et qu'ils ont vraiment un intérêt à intervenir sur un DMP. Très important, la traçabilité, la sécurité. On en a un petit peu parlé pendant l'introduction. Là, on l'évoque sur chaque service socle. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qui se passe sur le numérique en santé. Sandrine, je propose qu'on poursuive tranquillement sur la e-prescription. On en a beaucoup parlé. Je pense que ça va intéresser aussi pas mal les 95 personnes qui sont présentes. Parce que voilà, c'est tout nouveau. C'est des enjeux extrêmement importants pour l'assurance maladie. Oui, alors juste pour on a mis en fait e-prescription tout au départ dans la présentation. On a trouvé le nom de ce projet il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Donc on l'appelle désormais ordonnance numérique. C'est la même chose, mais c'est le nom de marque déposé qui va faire l'objet d'un logo. Et donc maintenant, on l'appelle l'ordonnance numérique, donc qui est vraiment un service fondamental, puisque c'est la dématérialisation qu'on attendait depuis des années. C'est un projet, Gaetano disait qu'on s'était connus il y a très longtemps à la CNAM. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis à la CNAM et je pense que c'était un de mes premiers sujets sur d'autres fonctions. Donc voilà, c'est un sujet, mais qui là aussi, en fait, arrive maintenant à un moment donné où on va vraiment déployer ce service qui a été longtemps en expérimentation. Donc, il fait partie effectivement des services SOC qui étaient évoqués en début d'intervention. L'objectif, en fait, avec l'ordonnance numérique, c'est vraiment de dématérialiser de bout en bout, vous allez le voir, l'ordonnance au niveau donc, du prescripteur qui va dématérialiser l'ordonnance, qui va pouvoir être récupérée, on va le voir, par l'ensemble des prescrits. Alors, on commence le déploiement par les pharmaciens, puisqu'il y a un enjeu énorme sur les produits de santé, notamment les médicaments, puisque ça représente vraiment le gros des prescriptions médicales. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment parti sur ce champ des prescriptions de médicaments, mais on devrait déployer avec une généralisation, vous le voyez, qui est prévue à fin 2024. Les textes réglementaires disent qu'à fin 2024, l'ordonnance numérique sera obligatoire sur l'ensemble des prescriptions de ville. Donc, prescription de ville et même en principe prescription établie à l'hôpital exécutée en ville. On espère être en rendez-vous pour cette partie-là, mais c'est un chantier vraiment lourd et à part. Ce qui n'est pas encore aujourd'hui dans le champ, ce sont les prescriptions complètement hospitalières, donc prescrites et exécutées au sein de l'hôpital, qui ne sont pas aujourd'hui dans le champ réglementaire de l'obligation d'ordonnance numérique. Donc, je vous le disais, l'ordonnance numérique vise à dématérialiser complètement le processus de prescription avec donc, la création d'une base de données donc, hébergée en France et avec tous les standards de sécurité, comme on peut le rappeler sur le service Mon Espace Santé.
L'accès à la base e-prescription est restreinte aux professionnels de santé, ce qui est normal par l'intermédiaire d'une notification carte professionnelle, donc CPS, pour pouvoir garantir la sécurité. Les données vont être échangées, alors structurées au sens où pour les produits de santé, on va être sur un codage, on a un codage du médicament, on va s'appuyer pour élaborer la prescription sur les logiciels d'aide à la prescription avec le codage. Pour les prescriptions, les autres prescriptions sur lesquelles on va pouvoir démarrer aussi, par exemple les prescriptions d'actes infirmiers ou de kinésithérapie, on va être sur des données qui aujourd'hui ne sont pas structurées et on va commencer aussi le déploiement avec du texte libre. Donc, on a un QR code qui va être apposé sur l'ordonnance automatiquement par le logiciel des professionnels de santé. Comme vous l'avez vu, l'ordonnance numérique est un service SOC qui fait partie de la mise à jour logiciel Ségur qui a été présentée tout à l'heure par Jean-Christophe. Donc, les logiciels qui se déploient aujourd'hui chez les médecins et qui doivent être déployés chez les pharmaciens et qui doivent être déployés dans le cadre du Ségur à fin avril prochain comporteront tout l'équipement pour pouvoir élaborer ces ordonnances numériques et apposer ce QR code qui est un identifiant unique qui va pouvoir être lu par le prescrit et qui va pouvoir du coup faire appel à la base et retrouver la prescription qui a été élaborée par le prescripteur. On va continuer dans un premier temps en tout cas à délivrer après la consultation un volet papier, un support papier, puisqu'on ne va pas avoir encore un 100% de pharmacie équipée tout de suite. Donc, il faut pouvoir se présenter avec un document papier auprès du pharmacien. On peut imaginer à terme, et on le prévoit dans les textes, il y a un décret qui est en cours d'élaboration, que le patient à terme puisse venir avec son smartphone, avec l'ordonnance qui sera présent dans mon espace santé pour venir faire l'exécution directement auprès de la pharmacie. Et dans le cadre du Ségur aussi, il est prévu, c'était la vague 1 du Ségur, c'est que les prescriptions, donc les ordonnances numériques qui sont élaborées, soient parallèlement envoyées, donc d'un côté sur la base ordonnance numérique et de l'autre dans le dossier médical, dans mon espace santé en format PDF. Et comme ça, le patient pourra le retrouver et voir d'autres professionnels de santé qui auront accès au DMP du patient. Donc, vous voyez le schéma que je ne vais pas le détailler complètement, mais ça rejoint ce que je vous disais. Vous avez la rédaction de la prescription avec un logiciel d'aide à la prescription qui est intégré au logiciel. La prescription va être enregistrée dans la base. Ensuite, le prescripteur va imprimer la prescription pour la remettre au patient avec ce QR code. Et dans l'officine, qui est notre première cible des exécutants qui rentrent dans le dispositif, le patient va présenter l'ordonnance avec le QR code qui va être lu. Un appel à la base va être fait et le pharmacien va rentrer les données d'exécution également dans la base e-prescription, ce qui fait qu'on aurait l'ensemble des données, prescription et exécution dans cette base. Ça permet aux pharmaciens de ne plus envoyer les pièces justificatives via le dispositif SCORE, puisqu'on aura accès côté assurance maladie aux données d'exécution. Donc, côté assurance maladie, il faut savoir qu'on a accès à ces données uniquement quand la prescription a été exécutée. En fait, les données sont non nominatives jusqu'à l'exécution. Ça, c'était une forte demande des médecins qui ne voulaient pas qu'on ait un accès aux données de prescription avant qu'elles aient été exécutées, comme avec le circuit papier aujourd'hui. Et le médecin, point important, le médecin, si le patient donne un accord, en tout cas s'il ne s'oppose pas, pourra avoir accès aux données d'exécution à la base, ce qui est aussi intéressant par rapport au suivi du patient, puisque parfois les médecins n'ont pas de visibilité sur est-ce que le patient finalement a été exécuté à l'ordonnance. Donc ça sera un point important dans le parcours et dans le suivi du patient. Donc, rapidement, mais vous voyez, ce qui ne change pas, et ça c'est un peu pour rassurer les professionnels de santé, c'est la liberté de la prescription, le déroulé de la consultation, il n'y a pas de perte de temps parce que c'est vraiment intégré au logiciel et il y a toujours une liberté de choix d'aller voir le pharmacien ou le prescrit de son choix puisqu'ils auront accès à la base et il n'y a pas d'orientation vers le prescrit. Donc, je vous laisserai tranquillement regarder, mais en fait, c'est un peu ça, cet argumentaire que l'on a, qu'on va utiliser dans le cadre des campagnes que l'on démarre. Côté médecin, ça a déjà commencé depuis quelques jours et on va commencer à partir de la semaine prochaine. On fait une présentation aux délégués du numérique ex-CIS la semaine prochaine pour présenter la campagne de déploiement auprès des pharmaciens d'officine.
Donc, vous voyez l'exemple, hein, finalement, l'ordonnance se présente vraiment comme une ordonnance aujourd'hui, papier, mais avec une différence, ce fameux QR code et un certain nombre de données de mentions légales aussi qui indiquent bien le renvoi aussi à toute l'information que l'on donne, informatique et liberté sur Amélie, et sur laquelle on va ajouter aussi la mention sur la base de laquelle le patient ne s'est pas opposé, au contraire s'est opposé à l'accès aux données de délivrance par le prescripteur. Donc, vous voyez, je vous en parlais, le calendrier de déploiement qui est finalement très serré par rapport à un projet de cette ampleur. Vous voyez, en 2022, donc, on commence le déploiement pour une généralisation sur les médecins et les pharmaciens. On a parallèlement des expérimentations avec des EHPAD qui sont en cours et une pré-série aussi avec des prestataires de la LPP. En 2023, on va continuer, a priori, les syndicats d'ophtalmologistes sont d'accord pour commencer à déployer de manière au départ expérimentale avec les médecins ophtalmologistes. Et puis, on va déployer petit à petit, je vous disais, l'ensemble des professions sur 2023 et 2024 avec l'objectif d'être au rendez-vous du cadre réglementaire de généraliser fin 2024. Et vous voyez, si vous avez regardé les accords conventionnels médecins et pharmaciens, dès 2023, par exemple pour les médecins, on a un objectif de 50% à la fin de l'année 2023 des prescriptions de produits de santé qui sont faites en ordonnance numérique. Donc finalement, le délai est vraiment très court pour déployer ce nouveau service. Merci beaucoup Sandrine, délai très court mais enjeu extrêmement important, tu l'as bien dit, et merci pour ces précisions sur l'ordonnance numérique, effectivement sur ce terme utile mais qui va nous impacter beaucoup dans nos échanges. Continue sur les services SOC, je laisse la parole à Bertrand sur les outils de coordination. Oui, rebonjour. Donc, je vais simplement compléter un peu mon propos sur un petit focus sur notre écosystème régional. Notre région, comme toutes les régions, dispose d'un dispositif qu'on appelle e-parcours. E-parcours, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'outils qui sont interopérés via, pour l'essentiel, la messagerie sécurisée de santé, qui font qu'un établissement hospitalier peut envoyer dans un outil qui s'appelle Mon Sisra, des informations aux professionnels de ville, Mon Sisra étant un client de messagerie MSS, et qui peut, je développerai ça un peu plus tard, envoyer également des informations, c'est ce qu'on voit en bas à gauche de cette diapositive, à des acteurs de coordination comme les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, ou d'autres acteurs de coordination spécialisés dans un logiciel qui s'appelle Mes Patients. Donc ça existe depuis 2015. On va surtout s'attacher à la diapositive suivante qui développe un petit peu les nouveautés à l'occasion de l'arrivée de Mon Espace Santé. Premièrement, on va attaquer sur le haut de la diapositive. Ce qui a bougé en début d'année, c'est que ce qu'on appelle la plateforme d'intermédiation SARA, un composant technique qu'on met à disposition des établissements hospitaliers, a évolué pour leur permettre d'alimenter le DMP et la messagerie citoyenne qu'on a vu tout à l'heure. C'est un déploiement qui se fait progressivement au fil des différentes vagues du Ségur, mais un peu à la manière de la croissance de l'alimentation du DMP que Jean-Christophe Turbat a évoqué tout à l'heure. Les flux ont significativement augmenté depuis le début de l'année dans les plus gros établissements de la région. Deuxième sujet qui a évolué au mois de mai de cette année, c'est ce qu'on voit à droite. Le client de messagerie Mon Sisra a été étendu pour permettre aux professionnels de santé d'échanger en messagerie sécurisée de santé avec les patients, toujours à leur initiative, je le rappelle. Avant-dernier sujet, c'est ce qu'on voit à gauche. D'ici la fin de l'année, Mes Patients alimentera dans un premier temps le DMP par les structures de coordination dont j'ai parlé tout à l'heure, pour qui c'est le logiciel métier, avant une seconde vague d'évolution en 2023 qui permettront à ces mêmes structures de coordination d'aller consulter le DMP. L'idée étant qu'en cible, le gisement documentaire de ces structures de coordination devienne le DMP exclusivement. Et enfin, on dispose dans la région, un certain nombre d'établissements de santé l'ont déployé, à peu près une vingtaine sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'un outil qui s'appelle Via Patient, qui est un portail patient dont le GCS SARA assure le déploiement depuis 2015. Via Patient est pilote de ce qu'on appelle le catalogue de services de Mon Espace Santé, et donc sera un des premiers services qui apparaîtra dans les applications tierces accessibles après authentification de la personne dans son espace Mon Espace Santé. Un dernier message, on peut aller à la diapositive suivante et puis je m'en tiendrai là.
Voilà. Un élément de contexte sur le dossier de parcours Mes patients qui, comme je le disais, existe depuis 2015. Donc, cette année, on s'est beaucoup centré sur l'accompagnement des dispositifs d'appui à la coordination, donc un par département dans notre région. L'autre actualité que je ne développerai pas en détail ici, c'est qu'on a de plus en plus de ce qu'on appelle des parcours de suivi protocolisés qui sont accompagnés via l'outil Parcours. Pour citer quelques exemples, on accompagne depuis pas mal d'années les réseaux du champ de l'enfance, suivi de l'obésité pédiatrique, suivi des enfants vulnérables qui en général ont eu un problème à la naissance. Désormais, les plateformes de coordination et d'orientation dans le champ des troubles du neurodéveloppement et plus récemment les structures qu'on appelle vigilance qui accompagnent les personnes ayant fait une tentative de suicide. Voilà, je ne développe pas plus et je passe la parole au suivant. Merci beaucoup Bertrand. On a la chance d'avoir une région dynamique aussi parce que le GCS est dynamique pour la région. Donc merci aussi pour tout ce que tu fais avec tes équipes pour la région. On a parlé donc là des services socles pour donner voilà, un peu de perspective sur le travail du numérique en santé. On va passer maintenant au référentiel pour vous montrer voilà, comment on avance sur le sujet et en particulier l'INS. On l'a évoqué tout à l'heure, donc un sigle. Maintenant, on va l'expliquer. Jean-Christophe. Merci Maxime. Oui, l'INS, on en a déjà parlé, hein, vous l'avez compris, l'INS, j'ai envie de dire, sans INS, tout ce qu'on vient de vous expliquer ne peut pas fonctionner, puisqu'on ne serait pas capable d'identifier de manière sûre et certaine l'ensemble des patients qui bénéficient du système de santé français. Alors aujourd'hui, hein, vous le savez, un usager peut avoir plusieurs identités parce que mauvaise saisie dans une base de données ou que sais-je encore, et il faut le corriger. Donc, il s'agit là maintenant, et c'est l'objet du référentiel INS, de poser un certain nombre de règles au travers des règles d'identito-vigilance, qui sont des règles établies via un référentiel qui est maintenant opposable et qui s'appuie également sur une démarche en interne via la personne qui prend en charge le patient, de faire en sorte de vérifier qu'il a la bonne personne en face de lui. Et l'INS, qu'est-ce que c'est? C'est surtout pas qu'un matricule. On fait souvent l'erreur de dire quel est ton INS et on donne une série de chiffres. Non, l'INS, c'est une identité nationale de santé qui est composée d'un certain nombre de traits. Parmi les traits, vous avez le matricule INS dont vous a parlé Bertrand Pelé tout à l'heure pour construire l'adresse de messagerie citoyenne, hein, le matricule INS arrobase et ensuite MS Santé, enfin le reste du nom de domaine. Donc c'est matricule INS et ensuite vous avez le nom de naissance, le prénom de naissance, les prénoms de naissance, il y en a plusieurs, la date de naissance, le sexe et le code et lieu de naissance. Et cette identité nationale de santé, elle vient d'où? Elle vient en fait des bases de référence nationales qui sont elles-mêmes interrogées par un téléservice qui est opéré par l'assurance maladie, qu'on appelle le téléservice INS, qui est intégré au logiciel du professionnel de santé, donc le logiciel de gestion de cabinet en ville ou le référentiel d'identité dans un établissement de santé. Donc, à partir de ce logiciel, on va interroger techniquement, informatiquement, le référentiel via le téléservice et on récupère un certain nombre d'informations qui nous permet de qualifier une identité pour que l'identité nationale de santé qu'on récupère puisse être qualifiée grâce aux règles d'identito-vigilance et pour le coup, pouvoir utiliser ensuite cette identité tout au long du parcours du patient lors de sa prise en charge. Donc, vous voyez quelque chose d'extrêmement important qu'il faut bien avoir en tête. Donc, en résumé, les impacts de cette identité nationale de santé, d'abord pour les professionnels, c'est évidemment de récupérer l'INS au travers du téléservice que je viens de vous préciser l'utilisation pour référencer l'ensemble des données de santé. Il y en a plusieurs, hein. La lettre de sortie, le VSM, enfin tous les documents qui ont besoin d'être indexés par une identité. Alors pour l'usager, l'impact, c'est d'apporter la preuve de son identité. Hein. Donc évidemment, lorsque l'usager se retrouve en face d'un professionnel de santé, il faudra qu'il fournisse une preuve de son identité. Sa carte d'identité, son passeport, enfin un certain nombre de pièces qui sont aujourd'hui légales et qu'on utilise par ailleurs dans d'autres sujets. Hein. Lorsqu'on va prendre un avion par exemple, on présente sa pièce d'identité, ce sera la même chose à l'hôpital. Et puis pour l'éditeur, hein, plusieurs marches à franchir qui sont des marches techniques pour le coup, hein, de son côté, puisqu'il s'agira pour lui de proposer pour les utilisateurs des solutions qui soient INS compatibles, en d'autres termes, Ségur compatibles, évidemment, puisque Ségur compatible implique le fait que l'INS soit intégré, pour interroger le téléservice INS, implémenter du coup l'ensemble des informations ramenées par le téléservice au sein de ce logiciel, pour ensuite pouvoir l'utiliser lors de sa prise en charge et notamment lors de la production des documents qui seront nécessaires pour que le patient puisse ensuite poursuivre son parcours de soins avec les autres professionnels de santé. Et le tout, évidemment, dans le cadre
d'un référentiel qu'on appelle le cadre référentiel et standard d'interopérabilité, mais je l'ai déjà évoqué par ailleurs. Et en résumé, ce qu'il faudra finalement que vous puissiez retenir, c'est qu'une INS, c'est une identité qui est unique, elle est pérenne, elle est là pour nous sécuriser l'échange, sécuriser le partage des données de santé. Elle est composée de différents traits, d'un numéro et de traits d'identité. Elle vient des bases référentielles au niveau national, les bases de l'état civil. L'INS, elle est récupérée au travers d'un téléservice technique récupéré à partir du téléservice opéré par la CNAM. On s'appuie sur une organisation et sur des règles qui sont édictées par le référentiel national d'identité-vigilance, le RNIV, et elle est diffusée, cette identité, sur toutes les données de santé qui sont produites par les producteurs de soins, que sont l'ensemble des professionnels de santé et structures qui accueillent le patient. Voilà en synthèse. Merci beaucoup, Jean-Christophe. On a évoqué les services socles, les référentiels socles. Maintenant, il nous reste quelques éléments de la maison. On n'a pas tout pris, mais on en a quelques-uns qu'on a quand même mis en évidence. Sur l'application carte vitale, on voulait vous donner quand même quelques éléments, puisque cette application sera généralisée France entière en 2023, mais on a surtout la chance d'avoir 2 départements de la région Aura qui sont en pré-série, le Rhône et le Puy-de-Dôme, si je ne me trompe pas. L'idée en fait, de cette application, c'est d'avoir un portefeuille d'identité qui va y intégrer en fait l'ensemble des données de l'assurance maladie, de l'INS qu'on vient d'évoquer, donc l'identité nationale de santé, les données d'état civil et à l'avenir donc les identifiants AMC. L'idée de l'application carte vitale, c'est une alternative en fait qui est dématérialisée à la carte vitale physique. D'accord ? Elle dispose d'un haut niveau de sécurité et des mêmes fonctionnalités que la carte physique. L'idée, c'est de pouvoir améliorer l'information de l'assuré, donc de consulter par exemple ses dépenses de soins dans la partie activité de l'application que vous aurez la chance de pouvoir avoir. Il y trouvera notamment des informations relatives aux bénéficiaires de soins, aux professionnels de santé qui consultent, au montant qui est payé. Donc beaucoup d'éléments en fait, qui sont contenus dans cette application, actuellement en pré-série et en test, je vous le disais, pour les départements. L'application carte vitale, je l'ai dit, c'est cette version dématérialisée de la carte vitale. Ça vient en complément de la carte vitale physique qui continue aujourd'hui d'exister, avec l'idée on a toujours notre smartphone avec nous, et donc du coup d'avoir plus de chances que les patients aient leur carte vitale avec leur smartphone, permettre ainsi de pouvoir télétransmettre, et ce qui est très important pour l'assurance maladie, bien entendu, l'utilisation qui peut être sans contact, une mise à jour qui sera automatisée, qui sera pour le professionnel de santé l'avantage d'avoir un accès à tous les services du coup de l'assurance maladie, et pour l'assurer d'avoir plus de praticité, donc voilà, du fait que ce soit un peu plus simple pour l'assurer d'avoir sur son smartphone, aujourd'hui on vit avec nos smartphones, des applications qui sont spécifiques pour l'application carte vitale. Pour le professionnel de santé, à partir de 2023, ce sera la garantie de paiement aussi pour la facturation en tiers payant. Ce qui permettra de fiabiliser également les données du patient et leur permettre les facturations à distance. On a évoqué en fait ces éléments de facilitation grâce au Ségur du numérique. C'est aussi tous ces éléments-là qui nous permettent maintenant d'avancer pour le professionnel de santé, mais aussi pour l'assuré, et donc de pouvoir, par exemple, aussi à l'assuré de déléguer les usages de sa carte à une personne de confiance. Donc, on a mis l'exemple des grands-parents qui vont garder les enfants, par exemple, pendant les vacances, ou sur les week-ends, et s'identifier de manière sécurisée. Donc, c'est vraiment l'avantage de cette application qui sera généralisée. Un exemple ici pour vous dire l'impact qu'on a vis-à-vis des professionnels. Les médecins de ville ont accès au forfait structure ainsi qu'au Ségur qu'on a évoqué. Et il y a 2 indicateurs qui concernent l'application carte vitale pour les médecins de ville, donc dans le volet 1 et le volet 2. Donc, vous voyez bien en fait l'impact et la logique qu'il y a dans le cadre du Ségur du numérique, que ce soit sur les référentiels ou sur les services. Donc, tout est lié en fait aujourd'hui au numérique en santé. Et c'est pour ça que c'était important qu'on puisse vous redonner tous ces éléments autour des évolutions qui sont attendues sur le numérique. L'application carte vitale, c'est une alternative donc dématérialisée à la carte vitale physique. Une autre nouveauté dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, on en a beaucoup parlé aussi en interne et on continue de parler en externe. Sandrine, je te laisse la parole sur mon espace santé. On l'a beaucoup évoqué, tout est lié. Et donc, on voulait finir sur mon espace santé pour redonner les éléments. Oui, donc mon espace santé, finalement, tout ce qu'on vient d'évoquer sur
tous les services SOC qui vont faciliter l'échange, le partage de données. L'objectif, c'est une meilleure prise en charge des patients. Et l'interface pour justement exposer côté patient pour pouvoir bénéficier de tout ce partage et ces échanges de données, c'est le service Mon Espace Santé. Alors, je suppose que vous n'avez pas pu passer au travers des campagnes de publicité à la télé, à la radio, et puis vous avez été largement investi, comme tous les organismes en France entière, sur l'accompagnement de Mon Espace Santé. Donc, l'objectif de ce service, c'est vraiment de s'adresser à tous les Français. C'est pour ça qu'on a fait cette fameuse procédure d'opt-out qui a permis, à partir de juillet dernier, que chacun soit... est un profil Mon Espace Santé, sauf bien évidemment si le patient, l'usager a décidé de s'opposer. On a bien évidemment laissé la liberté de s'opposer à bénéficier de ce service. Un espace de confiance personnel avec une garantie sur la sécurité des données, et on le disait tout à l'heure aussi, la traçabilité. C'est-à-dire l'enjeu pour que les usagers adhèrent, il faut vraiment qu'ils aient une totale confiance sur l'endroit où sont stockées les données et avoir une traçabilité sur tous les acteurs qui vont pouvoir aller consulter, alimenter cet espace au service de leur santé. C'est censé simplifier le parcours. Je pense qu'en tant que citoyen, tout le monde s'en rend compte, c'est que de transporter tout son dossier médical sur des années, c'est difficile, c'est compliqué. Et donc, on a une déperdition d'informations et on a une redondance aussi des examens si on est obligé de refaire les examens parce que le professionnel ou l'établissement n'a pas les éléments. Et donc, l'objectif est vraiment de sécuriser et de simplifier la gestion de la santé au quotidien. Donc, vous connaissez tous, juste après, je pense, ce schéma. Tu peux passer, Maxime. Pardon. Sur les différentes briques de Mon Espace Santé. Donc, on a parlé tout à l'heure du DMP, donc côté professionnel de santé, qui se retrouve avec le libellé dossier médical côté patient, où on va retrouver tous les documents de santé, et avec une nouveauté par rapport au DMP historique, qui est la rubrique profil médical, qui est alimentée par l'usager lui-même, où il va pouvoir remplir, vous le verrez, si vous avez activé ou si après cette réunion, vous allez activer votre compte, vous avez la possibilité de remplir un certain nombre de rubriques sur vos mesures de santé, vos antécédents, vos habitudes de vie. Il y a une rubrique aussi handicap qui vient d'être créée, qui est en fait sans cesse alimentée en fonction des versions de Mon Espace Santé. On a une version à peu près une grosse version, je dirais à peu près tous les 3 mois depuis qu'on a lancé le produit, pour tenir compte des retours aux usagers que l'on a constamment pour répondre au mieux aux besoins. Donc, la brique dossier médical, elle s'appuie sur le DMP historique, puisque les 10 millions de Français qui avaient ouvert un DMP avant Mon Espace Santé ont pu retrouver leurs données dans Mon Espace Santé. Et donc, pour les autres, ils ont ce nouveau service. La messagerie, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la messagerie, la MSS Santé, elle avait un usage historique qui était l'échange sécurisé entre professionnels de santé. Elle va permettre aussi maintenant des échanges avec les patients, que ce soit pour les professionnels de ville ou établissement. Et on a déjà, depuis la généralisation de Mon Espace Santé en février dernier, un certain nombre de cas d'usage, d'utilisation de la messagerie pour envoyer des documents, des conseils, des résultats d'examen qui seraient arrivés après une consultation. On a vraiment dans certains cas aussi, j'ai l'exemple d'un établissement de santé qu'on est allé visiter. Un médecin, un praticien nous disait qu'en chirurgie bariatrique, par exemple, ils avaient des clichés pour faire prendre conscience aux gens de l'évolution de leur corps. Ils ne savaient pas comment transmettre entre 2 consultations à ces patients ce type de document très confidentiel. La messagerie sécurisée de santé permet maintenant d'avoir cet échange en toute confidentialité avec les patients. Donc, il y a de nouveaux usages aussi dans l'échange avec les patients qui naissent avec le développement de ce service. Et puis, à venir, le catalogue de services, on a aussi un peu parlé tout à l'heure, c'est la possibilité en fait de référencer sur la base d'un certain nombre de critères, éthiques, sécurité,
des applications. Alors, ça va du bien-être santé à des applications sur, par exemple, la mesure de la glycémie, de la prise de rendez-vous. On a vraiment, vous le savez, hein, beaucoup d'applis santé. Ça permet quelque part de faire un petit peu une sélection par rapport à ces critères. Donc, dans un premier temps, ce catalogue qui devrait ouvrir d'ici début novembre va comporter des solutions qui ont été référencées, mais qui ne comportent pas d'échange de données avec mon espace santé, c'est-à-dire que en fait, vous aurez un lien direct avec ces applications qui ont été un peu examinées à la loupe par les autorités de l'État, mais sûrement donc, au cours du premier semestre 2023, la possibilité d'échanger des données, c'est-à-dire par exemple de connecter une application avec votre profil médical qui vous permettra d'alimenter par exemple la rubrique mesures de santé. Ça permettra aussi d'ouvrir la quatrième brique qui est l'agenda pour pouvoir connecter avec des applications de prise de rendez-vous pour avoir des rappels de rendez-vous par exemple directement dans cet agenda. Donc ça, c'est vraiment deux fonctionnalités et tout particulièrement le catalogue de services qui vont vraiment apporter aussi un plus dans le suivi de la santé des patients. Donc, que se passe-t-il quand mon espace santé est créé? Donc, je vous disais, on a plus de 65 millions de profils Mon Espace Santé qui ont été créés. À partir du moment où il est créé, même s'il n'a pas été activé par l'usager, les professionnels vont pouvoir déposer tous les documents qu'ils jugent nécessaires pour le suivi. La consultation se fait toujours par le biais de ce qu'on appelle, en fait, en respect des règles de la matrice du DMP. La matrice d'habilitation, en fait, c'est une matrice qui définit par catégorie de professionnels de santé les types de documents qui peuvent être consultés par tel ou tel professionnel. Cette matrice, elle va faire l'objet prochainement d'ailleurs d'une publication par arrêté et elle fait l'objet de consultations en amont par les ordres professionnels. Donc cette matrice, elle existait déjà avec le DMP. Elle va être modifiée par l'arrivée de l'accès du champ social et médico-social qui sont concernés aussi par le Ségur et qui peuvent être intéressés par un certain nombre de documents. Mais il y a toujours ce respect de je n'ai accès aux documents que des documents auxquels j'ai vraiment besoin d'accéder par rapport au suivi du patient. Donc, le pédicure-podologue n'aura pas le même accès que le médecin. Et puis, l'assurance maladie, comme je vous le disais tout à l'heure, comme pour le DMP, peut aussi déposer un certain nombre de documents. Et là, on vous a listé tous les documents aujourd'hui qui sont déversés par l'assurance maladie. On peut en imaginer d'autres à terme où on pourra aussi alimenter cet espace. Quand l'espace est créé, effectivement, à partir du moment où il est créé et pas encore même activé, vous avez quand même une information qui est faite sur le dépôt de documents, sur la première consultation par un professionnel de santé, l'accès aussi en urgence qu'on appelle bris-de-glace, c'est-à-dire un accès, si vous êtes amené dans un service d'urgence, si vous n'êtes pas opposé sur votre profil, par défaut, il y a un accès possible par les services d'urgence et on informe donc les usagers par email dès lors qu'on connaît leur email. Vous voyez, dans 80% des cas, on a côté assurance maladie la référence email, l'adresse email des assurés. Et si l'adresse est inconnue, on va envoyer des courriers postaux dans quelques mois parce qu'on a ce devoir d'information, même pour les gens qui ne sont pas connectés, mais qui se sont vus ouvrir un profil Mon Espace Santé. Et quand le profil est activé, donc j'espère que pour ceux qui n'ont pas fait, vous courez après cette réunion l'activer. À partir de là, vous pourrez vraiment avoir une activité sur le profil avec la possibilité de compléter le profil médical que j'évoquais tout à l'heure, le fait de pouvoir recevoir des messages des professionnels de santé et des établissements, le fait de pouvoir alimenter et consulter les documents, que ce soit donc des établissements, des professionnels de santé ou de l'assurance maladie. Et vous aurez accès à tout un bloc qu'on appelle le bloc confidentialité avec des paramètres que vous avez à votre main pour pouvoir éventuellement masquer des documents à un certain nombre de professionnels de santé, interdire l'accès à certains professionnels de santé. Vous avez vraiment cette possibilité. Vous avez aussi, j'en ai pas parlé, mais dans la rubrique profil médical qui peut être intéressant, c'est que vous avez la possibilité de noter un peu votre cercle de soins, tous les professionnels qui vous suivent et notamment le médecin traitant qui aujourd'hui, la donnée n'est pas remontée automatiquement dans Mon Espace Santé, mais vous pouvez le compléter par le profil pour l'information de tous.
Voilà, et donc le bénéfice, hein, vous voyez, c'est qu'on a vraiment une sécurité des identités avec les INS dont vous a parlé, une alimentation qui va être favorisée avec toute la mise en place du dispositif Ségur qu'on a évoqué, et puis côté messagerie, la MS Santé qui permet à la fois un usage entre pros et qui maintenant va permettre ce nouvel usage avec mon espace santé, donc avec un accès facilité notamment pour les patients, que ce soit les patients malades ou en situation de handicap. Et c'est aussi pour ça que dans la dernière version là, qui a été mise en production il y a quelques jours, on a ajouté aussi la rubrique handicap dans le profil médical. Ça répondait vraiment à un besoin qui nous a été remonté, notamment par les associations de patients avec lesquelles on travaille beaucoup pour améliorer le service. Voilà, et on vous a mis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ensuite, tous les détails de ce que peut faire un professionnel, donc, enfin, un usager, pardon, sur le masquage des documents, le blocage éventuellement des professionnels de santé, et puis la traçabilité, que ce soit par des envois mail quand il y a des mouvements dans le service ou dans l'accès à l'historique d'activité qui permet d'avoir une garantie de transparence vis-à-vis des usagers. Merci beaucoup, Sandrine. On est quasiment dans les temps. J'espère qu'on a fait le tour voilà, des éléments principaux, en tout cas sur les services SOC, les référentiels SOC, le Ségur. On a quelques questions, il y en a certaines qui ont été répondues en direct. Sandrine, je reste sur mon espace santé, parce que du coup, il y a une question sur le sujet. Est-ce qu'il est prévu une simplification de la désignation des praticiens administrateurs côté accès assuré? Il précisait qu'il faut entrer dans plusieurs menus avant de trouver cette possibilité. Oui. On va encore essayer d'améliorer le parcours, hein, comme on l'évoque. Alors, on l'a fait, si vous avez vu avec recul, par exemple, la partie historique des soins, on a là modifié en histoire de santé, où en fait, on a une visibilité. La même chose, là, sur ces paramètres, on va essayer de simplifier le parcours pour que les usagers s'y retrouvent beaucoup plus facilement. Donc, comme je vous le disais, hein, il y a à peu près une version vraiment importante tous les 3 mois, ce qui nous permet d'embarquer un certain nombre de demandes qui sont faites, qui sont plus ou moins simples, hein, parfois à répondre, mais on a bien noté cette remarque. Okay. Je poursuis sur les questions. Pour les intervenants nationaux, comme une question de la CEPAM du Rhône. Sauf erreur de notre part, le réseau de labos Serballiance n'alimente toujours pas le DMP. Il s'agirait d'une position nationale au niveau du groupe qui représente un gros manque à gagner d'alimentation en région. Pouvez-vous nous dire si des discussions sont en cours et si elles ont des chances d'aboutir prochainement? Je ne sais pas si Jean-Christophe peut-être. Ou... Alors, je n'ai pas les éléments particuliers concernant Serballiance en particulier. Est-ce que la personne qui a mis ce poste connaît le nom du logiciel utilisé chez Serballiance, s'il vous plaît? Serge, tu peux prendre la parole. Bonjour, oui, Serge Récorian de la CEPAM du Rhône. Non, je pourrais vous le donner là dans quelques temps. On sait simplement que, en ce qui concerne en tous les cas le département du Rhône, c'est un laboratoire qui est effectivement très présent et par rapport aux objectifs qui nous ont été assignés, effectivement, donc qui ont été rebasés à 25% en termes de taux de DMP alimenté d'ici la fin de l'année. Quand on regarde la répartition de nos alimentations et la contribution très positive des laboratoires, c'est vrai que la non-présence de ce laboratoire pèse beaucoup dans les chances effectivement d'atteindre l'objectif en question. D'où la question. On nous a dit, donc ça c'était plus dans le cadre des réunions webinaires, donc MES classique animé par Amélie Decker, qu'effectivement des discussions étaient en cours au niveau du groupe et donc il n'y avait pas lieu j'allais dire, de s'agiter, pardonnez-moi l'expression, au niveau loco-régional. Et donc, on est un petit peu la main sur le fusil, effectivement, entre la conscience de passer à côté d'un gisement important et de l'autre, l'impossibilité d'agir localement j'allais dire, débloquer le tuyau en ce qui concerne ce laboratoire. Mais non, je n'ai pas le nom de l'éditeur en tête, pardonnez-moi. On pourra le remonter, Jean-Christophe, mais c'est vrai qu'il y a des réunions régulières avec les gros groupes de biologie donc pour accélérer le déploiement. Moi, je n'avais pas eu connaissance d'une position un peu veto du groupe. On sait que sur la biologie, effectivement, il y a eu un petit peu de retard sur le déploiement. Donc, il y a des réunions, il y a une réunion même qui aura lieu la semaine prochaine
avec les groupes côté, et avec Assurance Maladie et DNS, et puis aussi les syndicats de biologistes pour un peu pousser le planning là. Et on va aussi parallèlement pour les groupes un peu plus petits de biologistes qui n'auraient pas encore commandé, on vous mettra à disposition la semaine prochaine le fichier des professionnels qui n'ont pas, enfin côté laboratoire de biologie, qui n'ont pas commandé, avec une trame de visite pour aller visiter ces laboratoires qui n'auraient pas encore engagé le processus de commande. Donc, avec une présentation normalement en webinaire CIS lundi en lien avec la DNS. Serge, tu pourras remonter ces éléments, on pourra hors discuter. Une dernière question. Peut-être une précision. Il me semble que Serballiance est l'un des groupes qui utilise son propre logiciel, qui est en auto-éditeur. Mais c'est pour ça que je me suis permis de vous demander de poser cette question. Mais je vais vérifier et je reviendrai vers toi, Maxime, pour éventuellement diffuser l'information. Et Maxime, j'ai vu qu'il y avait une question sur Ségur et centres de santé. Ils sont bien sur le même calendrier que la médecine de ville, enfin les médecins libéraux. Hein. Et ça, c'est vraiment la même. Tout à fait. Le même C'était la dernière question. Effectivement, l'agenda est le même, 30 novembre 2022 pour la signature des bons de commande pour installer les versions Ségur numériques, 28 avril 2023, c'est ça? C'est bien ça. À 14h, je crois. 14h, pile là. Pour être précis. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci du coup aussi aux réponses en direct. Je pense que du coup, ça nous a permis de répondre aux questions. Merci pour vos interventions, Jean-Christophe, Sandrine, Bertrand. Je pense que voilà, les choses, les gens y voient plus clair aussi sur le numérique en santé. Comme l'a indiqué Sandrine, on vous invite à activer votre espace santé. Je pense que pour les gens de l'assurance maladie, comme c'est un sujet qu'on porte fortement, ce sera un bon exemple chacun d'entre nous. Et merci beaucoup pour la participation de chacun. 97 personnes au maximum. Les gens partent, il est 15h, c'est normal. Un grand merci vraiment à tous les trois d'être intervenus aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous en avez, la DCGR est toujours à votre écoute. Et à très bientôt. Bon après-midi à tous. Bon courage. Au revoir.